Hier, ils naviguaient fièrement sur la Méditerranée, remorqueurs, cargos, navires de guerre mais aussi des avions. Tous au destin tragique. Ils s'appelaient l'Alice Robert, l'Astrée, l'Italien, le Saumur. D'autres n'ont jamais livré leur nom ou leur lieu de naufrage. Aujourd'hui, des milliers d'épaves reposent au fond de la Méditerranée. Certaines sont à portée de palme. On les recherche, on les étudie, on les explore pour l'abondance de leur faune et de leur flore. Pour leur histoire aussi, pour leur gigantisme, pour leurs secrets, ou tout simplement pour les immortaliser. Ils sont scientifiques, photographes, aventuriers ou passionnés. Ils nous invitent à une plongée sur les épaves de la Côte Vermeille. Elles ont toute une histoire à raconter. C'est aussi une nouvelle vie qui s'organise au fond de la mer. Mais quel rôle jouent les épaves dans le fonctionnement écologique? Et pour combien de temps encore? Faudra-t-il les remplacer? Mais ce qui est aussi intéressant, c'est le côté complexe. Parce qu'il y a voilà, l'extérieur, mais il y a tout l'intérieur de l'épave. Ça recrée comme des grottes semi-obscures. C'est assez, sur peu de mètres carrés au final, on se retrouve avec plein d'habitats où il faudrait peut-être quasiment 1 kilomètre ou 2 pour retrouver ça en milieu naturel. Donc tout est concentré. Et je pense que voilà, les poissons aussi, ils utilisent le fait que ce soit tout disponible sur place. Et donc ça, c'est un intérêt certain, surtout quand tu es proche de la côte. Parce qu'à un moment donné, les poissons, ils vont être vraiment, ils ont une relation forte avec leur habitat. C'est ce qui structure un peu avec la température de l'eau aussi. Le deuxième point qui nous paraissait important de dire, c'était effectivement, est-ce que les navires récifs abritent une vie marine intéressante en termes de biodiversité? Donc là, la réponse aussi est oui. Hein. Donc des études ont déjà montré l'intérêt en fait, de ces navires-là. De toute façon, il suffit d'aller plonger sur une épave pour voir la vie qu'il y a sur ces épaves-là. Hein. Donc ça crée vraiment de magnifiques récifs artificiels qui ont, au-delà de l'intérêt écologique pour le plongeur, aussi un intérêt culturel et historique. Hein. Nous avons plongé sur 3 épaves de la Première Guerre mondiale qui ont été coulées donc, par des sous-marins allemands. Donc c'était le moment 1916 et où donc les sous-marins allemands coulent tout ce qui n'est pas sous pavillon allemand ou allié. Globalement, on trouve la plupart des épaves de la Deuxième Guerre mondiale qui sont dans la zone, on va dire, des 45-50 mètres de profondeur. Et ensuite, il y a une épave, un petit cargo espagnol qui est au large de Cerbère, qui est sur 80 mètres de fond. Et ensuite, les épaves de la Première Guerre mondiale, sont les deux qu'on connaît, qu'on a identifiées, sont sur 110 mètres de fond. Le Melchouca est à portée de palme. Situé au Cap Creus, à Kalamonjoy, il est considéré comme une épave de petite profondeur. D'une longueur de 80 mètres, c'est une véritable nurserie qui profite d'un habitat aux structures complexes. Comme on est assez proche et qu'il y a quand même une partie de l'épave qui est sur 4 ou 5 mètres de profondeur, il y a le côté nurserie. On a vu quand même pas mal d'individus qui étaient assez petits, donc qui ont 1 an à peine. Donc ils utilisent encore cet espace comme espace pour les jeunes poissons, pour les juvéniles. On serait plus au large. On aurait déjà, si c'est sur du sable, on va avoir un effet concentrateur. C'est comme un oasis au milieu du désert. D'un coup, on a les espèces qui sont capables de le trouver déjà. Elles sont capables de détecter ce point. Et certaines vont s'installer définitivement dessus. Ça va plutôt être les petites espèces, labridés, gobidés, blénidés. Par contre, il y en a d'autres
qui vont l'utiliser comme habitat de transition. Ce qu'on appelle la connectivité, en fait, il y a un point de passage. Et ça peut les aider parce que faut imaginer, tu as une grande zone à traverser, pas beaucoup d'abris, la prédation, voilà, ça devient dangereux. Là, si tu as un point de fixation temporaire, eh bien, c'est des points de connectivité qui permettent à des espèces de se déplacer, tout en ayant voilà, une certaine sécurité, un certain refuge, et puis même parfois de la nourriture sur place, quoi. L'Agence de l'eau a engagé avec le Conservatoire du littoral une démarche qui s'appelle Eco-Solutions, Île, Côte, Océan Solutions, avec l'idée de pouvoir travailler sur tous les enjeux en fait, des îles, des côtes et des océans, forcément la biodiversité, mais aussi l'économie. Et dans ce cadre-là, en fait, on a engagé une réflexion sur l'intérêt en fait, des épaves comme outil à la fois de développement économique, mais aussi en fait, d'intérêt pour la biodiversité. Les gens qui mettent la tête sous l'eau, qui vont à la rencontre des épaves, savent bien que les récifs, en fait, les navires servent de récifs en fait, et attirent beaucoup de biodiversité, quoi. La différence entre un récif artificiel et l'épave, le récif artificiel, souvent c'est du béton. Et malheureusement, on n'arrive pas à reproduire toute la complexité du milieu naturel. Alors que sur une épave, on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'anfractuosité de différentes tailles, avec des ombrages et des luminosités différentes. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans l'épave, c'est d'avoir tout ça. Et puis bon, après, la structure métallique, elle est quand même si ça rouille, ça tient quand même pas mal dans le temps. Et donc voilà, comme je disais tout à l'heure, on a tout sur place. Et puis chaque espèce, en fonction de son écologie, de sa biologie, va se positionner à tel ou tel endroit. Et on retrouve les mêmes assemblages que ce qu'on a sur les zones naturelles. C'est ça aussi qui est important. Il n'y a pas de sélection d'espèces en particulier. Chacun trouve un peu son positionnement, quoi. Oui, alors c'est vrai que quand on parle d'épave, en fait, on a l'impression que c'est un produit pas très beau, pollué, abîmé, dont on se débarrasse à la mer, en fait. C'est soit des nurseries, soit des zones de reproduction. Là, avec Gilles, quand on a plongé, on a vu un labridé qui commençait à préparer son nid. Donc on voit bien que la structure, elle peut accueillir du poisson, mais aussi des fonctions écologiques, et donc il va sûrement y avoir de la reproduction. Donc ça, c'est important, ça complète un petit peu les habitats qui sont disponibles naturellement sur zone. Alors quand on compare en fait un récif artificiel fait en béton avec une épave sous-marine qui est sous l'eau depuis la même période, la même temporalité, il n'y a pas photo. L'épave en fait abrite beaucoup plus de vie marine, elle est beaucoup plus diversifiée, elle est beaucoup plus luxuriante. Un récif artificiel, finalement, c'est des bétons qui est sous l'eau. Donc ça peut aussi heurter les sensibilités, que se dire que pour faire revenir la vie marine, on met des bétons sous l'eau. Le métal est a priori plus attractif en fait, pour la faune et la flore. En tout cas, on peut constater que la vie marine sur nos épaves est beaucoup plus importante que la vie marine sur nos récifs artificiels. Et ça, c'est quand même un point important pour souligner tout l'intérêt, une nouvelle fois, qu'un navire récif peut avoir en matière de biodiversité, quoi. Couché sur le fond, c'est un bateau éventré qui s'offre aux explorateurs. Le photographe Patrice Razera est un artiste. Il immortalise les épaves en noir et blanc depuis les années 80. Patrice a ainsi transmis au Drasme l'ensemble de sa collection. Donc j'ai pris tous mes classeurs, j'ai fait un paquet avec tous les négatifs qui représentent presque 4000 clichés et je leur ai tout envoyé. Ils ont une base de données, pas de toutes les épaves, mais de beaucoup d'épaves, et ça pourra profiter dans le temps d'autres personnes, et surtout en sachant qu'un négatif a une durée de vie pas éternelle, qui est de, paraît-il, 90 ans. Alors donc, ça serait idiot de les perdre, vu tout ce que ça a demandé comme plongée, et toutes ces immersions, toutes ces heures de palier, et avec mes gars. Et c'est bien de pouvoir partager avec les autres toutes ces images. C'est la ville de Narbonne qui exposera les photos de l'artisan bijoutier scaphandrier.
L'intimité des épaves est enfin partagée avec un large public et son auteur. Et toutes ces épaves, je sais pas, c'est plus de 300 épaves peut-être, et certaines on est revenu dessus peut-être 150 fois pour arriver à faire les images, les bonnes images, quoi. Moi, ce qu'il faut penser pour une épave, que ce soit un avion, un sous-marin, un cargo, elle a eu une vie où il y a eu du monde à bord, des passagers ou des matelots qui ont parfois péri dans ces épaves, donc c'est une tragédie. La mer les a engloutis et maintenant, il y a une autre vie qui s'est créée parce que ça devient bien sûr des récifs où il y a de la vie alors qu'il y a eu de la mort dessus, où ces épaves ont emmené de la mort, c'était souvent des navires de combat ou des avions de combat, et maintenant, c'est une sorte de pied de nez au destin, et bien, elles continuent à vivre. Elles vivent par le mot épave, alors bien sûr, il y a des plongeurs qui descendent dessus, mais il y a de la faune qui s'est fixée dessus, il y a de la flore, tout est vie et ça pullule, et quelque part, bon, ces épaves se dégradent, mais il ne faut pas oublier que c'était des témoignages humains, certaines de l'aventure humaine, et elles vont disparaître. Petit à petit, elles vont disparaître parce que la mer digère tout et elles vont tomber dans l'oubli. Mon épave préférée, c'est le Saumur, parce que c'est à Port-Vendre, ça a été vraiment l'épave où j'ai vraiment commencé les clichés. Pour moi, c'était le Titanic, et de plonger dessus comme ça, de voir ce géant de 100 mètres de long se retrouver au fond parce qu'il a été torpillé, et pouvoir évoluer autour en faisant des clichés. Et pour moi, c'est l'épave comme on se l'imagine bien, avec les coursives, les manches à air. Voilà, le Saumur. Alors quand on voit comme ça, la passerelle, les coursives, la proue, support de mitrailleuse, la baignoire, manche à air, ça c'est le cargo rêvé, que tout plongeur rêve un jour de plonger. Et on voit la vie, on voit la vie. Alors, tous ces poissons, il y a de la vie. Il n'y a plus l'équipage. L'équipage a été remplacé. Les épaves attirent d'autres passionnés. Trouver leur position, rechercher leurs histoires dans les archives, les explorer. La plus mythique, c'est le bananier. Le bananier, son vrai nom, c'est l'Alice Robert. Et c'est une épave qui est splendide parce que c'est un cargo armé qui a surtout une très belle histoire, qui a été transformé ensuite en patrouilleur allemand pendant la Seconde Guerre mondiale et puis qui a été coulé par un sous-marin britannique. Alors, l'histoire du bananier, c'est à l'époque des bananiers dans les années 30. Il a été construit en 1934, où on a une exploitation de la banane et un transport de la banane qui est important, qui demande des conditions bien précises, des bateaux assez rapides, réfrigérés. Et ce bananier a ensuite été réquisitionné pendant la guerre, notamment après le sabordage de Toulon, par les Allemands. Et il a été entièrement transformé en escorteur, patrouilleur, armé de multiples canons et de grenades sous-marines. Et ensuite, il a été sur Gênes, puis il est venu sur Port-Vendre. Et sur Port-Vendre, il a été torpillé le 2 juin 1944 par le sous-marin britannique Ultor. Je plonge sur ce bateau depuis 1978 et c'est un bateau évidemment qui est magnifique et qui est surtout aussi un des avantages, c'est qu'il est relativement souvent avec des eaux claires, contrairement aux autres épaves, le Saumur, l'Astrée, le Saint-Lucien par exemple, qui sont devant Port-Vendre, qui sont plutôt souvent avec des eaux un peu opaques. Voilà.
Alors au niveau faune, effectivement, ça a été colonisé de plus en plus. Je sais, j'ai rencontré la première personne qui était dans les commandos de Collioure, les commandos du SNEC de Collioure, qui a plongé dessus dans les années 50 et qui déjà m'a dit qu'il avait vu énormément de langoustes. Donc c'est vrai que même quelques années après, il y avait déjà des langoustes. Mais là, moi j'ai vu l'évolution au fur et à mesure, à la fois dans la colonisation, par la faune fixée, qui est considérable, avec des anémones bijoux qui sont magnifiques. Il est couvert d'anémones. Bien sûr, la faune de poissons, hein, qui est importante. Et puis, au fur et à mesure, on voit les structures qui vont se désagréger, le château qui s'est affaissé. Ça, je l'ai vu vraiment au fur et à mesure. Et puis, avec la tempête Gloria en 2020, en janvier 2020, on a le mât, hélas, qui s'est effondré et qui s'est couché. Et c'est à l'issue de ce mât qui s'est couché que les plongées ont été interdites sur le bananier au mois de juillet par la Marine nationale. Henri Benedettini est pompier, scaphandrier de la sécurité civile. Mais il est également ingénieur des mines de formation. Sa passion de la plongée et des épaves, il la partage avec ses amis. Observateur assidu, il nous explique le phénomène complexe de la dégradation de la structure des épaves. Alors les épaves métalliques sont effectivement des épaves qui datent du début de la construction métal, qui est globalement le début du XXe siècle, où on avait déjà des bateaux quelquefois mixtes, bois et métal, et quelquefois déjà en tout métal. Donc par exemple des bateaux de, disons, fin 19e, début 20e, des bateaux mixtes avec des ponts en bois et des structures métalliques. Bien souvent les ponts ont disparu, toutes les cabines ont disparu et reste que la partie coque et structure. Souvent d'ailleurs le plus gros qui reste sont les chaudières à vapeur et la partie mécanique qui était souvent en épaisseur plus importante avec des matériaux plus massifs. Tous les plongeurs qui pondent sur une épave ne vont pas que regarder la faune et la flore, ils s'intéressent aussi à l'histoire de l'épave, en fait, au pourquoi de sa présence sur site. Et donc quelque part, en fait, ça contribue finalement à une logique de culture marine en fait, qui est appropriée par l'ensemble des plongeurs. Moi, dès le départ de la plongée, j'ai plongé sur épave. Alors je trouve que les épaves, c'est quand même extraordinaire par l'histoire, par la recherche que ça procure sur une période de vie. Soit c'est un échouage de bateau, soit c'est un bateau qui a coulé sur une mine. Ça remet en perspective toute une période, quelquefois des comportements très héroïques de certains, soit des sauveteurs, soit des personnels même du bateau qui ont protégé des passagers, qui ont protégé d'autres membres d'équipage. Et puis une perspective aussi d'une époque, soit une époque de guerre, soit simplement une époque d'exploitation maritime avec tout ce que ça a trait d'un peu d'aventure. C'est au Cap Créouse que nous retrouvons Philippe. Le plongeur scientifique observe et enseigne le milieu marin depuis de nombreuses années. On est plutôt en surfréquentation des zones naturelles. On le voit sur la réserve de Banyuls, on le voit aux îles Médès, on le voit un peu partout. L'épave, elle peut être une façon de désenclaver ces zones, de baisser la pression de plongée ou de pêche et donc de diluer cette pression. Donc il y a un bénéfice à la fois pour les zones naturelles et puis aussi un bénéfice, on va dire, économique parce que ça fait des nouveaux sites soit de plongée, soit de chasse. Après, il faut voir comment ça peut être géré, mais en tout cas, ça permet de résoudre une double équation écologique et économique, quoi. L'autre point qui nous paraissait intéressant à développer, c'est effectivement la dimension économique des choses. Donc, immerger un récif à l'aide d'un navire, en fait, ça peut créer de l'économie. C'est un produit touristique non délocalisable. Si vous voulez faire le Donator comme épave, vous allez ailleurs. Si vous voulez faire le Liban, vous allez à Marseille. Si vous voulez faire un tombant de coralligène, que vous alliez ailleurs ou à Marseille, c'est pareil. Alors, moi je ne suis pas juriste, donc d'un point de vue Convention de Barcelone, c'est vrai qu'il y a un travail à faire, mais il a été fait et on s'aperçoit qu'il y a des possibilités. Aujourd'hui, l'interprétation qu'on a de la Convention de Barcelone, notamment en France, c'est qu'elle interdit toute immersion d'épave.
Alors cette interprétation nous a beaucoup interpellés, hein, puisque partout en Méditerranée, et notamment des pays très proches, hein, comme l'Italie, la Grèce, Malte ou même l'Espagne, immergent en fait des épaves. En fait, on devrait plutôt dire immergent des navires récifs, en fait, à la fois à des fins économiques, mais aussi à des fins écologiques. Et donc on a essayé de savoir, avec l'aide de spécialistes, finalement, quelle était la compréhension juridique ou la réalité juridique de cette Convention de Barcelone. Julien Belda est consultant portuaire. Il est basé à La Ciotat. Il a décortiqué pour nous la Convention de Barcelone. Donc si des navires signataires, enfin si des pays signataires plutôt de la Convention de Barcelone parviennent à faire immerger des navires pour en faire des récifs artificiels, dans ce cas-là, la France doit pouvoir le faire également. Donc ça c'est au niveau du contexte international. Par contre, au niveau du contexte national, il faut voir s'il y a malgré tout une compatibilité de notre droit national avec cette logique et avec ces objectifs d'immersion. Notre réponse est de dire oui, bien sûr, parce qu'en fait, un navire, le statut du navire n'est pas immuable en fait. C'est-à-dire que quelque chose, des bouts de bois ou du plastique, du composite devient un navire, ce navire-là va devenir une épave ou un déchet ou un récif. Et que ce qui est une épave, juridiquement, n'est pas forcément un récif artificiel ou un navire récif en fait. C'est surtout sur le concept de navire récif qu'il faut se pencher et pas sur le navire épave, parce que l'épave implique qu'il y a toujours un propriétaire et implique une mesure de police derrière en fait. C'est-à-dire que quelque chose, des bouts de bois ou du plastique, du composite devient un navire, ce navire-là va devenir une épave ou un déchet ou un récif. En toute hypothèse, de manière générale, et c'est très bien de se rapprocher aux principes généraux, c'est qu'un navire, c'est un bien meuble. C'est un bien meuble qui peut avoir différents statuts. Navire, une épave maritime n'est déjà pas un navire, c'est plus un navire, et un déchet. Alors ça peut choquer, mais effectivement, un navire peut être un déchet. On l'a tous vu, le Clémenceau par exemple, a été un déchet, a été qualifié de déchet alors même qu'il flottait et qu'il était destiné à être déconstruit en Inde. Et son exportation a été annulée, invalidée par le Conseil d'État parce que la procédure sur l'exportation des déchets n'avait pas été respectée. Ici, sur l'immersion d'un navire, il ne s'agit pas d'immerger un déchet, pas du tout. Il s'agit d'immerger un navire qui a changé de statut, qui est passé au statut de récif artificiel, de bien meuble. Et l'objectif de cette immersion, ce n'est pas du tout son élimination, c'est finalement d'en faire un récif artificiel pour le développement de l'écosystème et pour le développement économique de la plongée. Donc il y a vraiment un bel outil en fait, qui intéresse beaucoup les gens qui travaillent sur le tourisme, quoi. Et cet outil-là, en fait, il permet de générer de l'économie, de la valeur, hein. Alors, on a quelques exemples, hein, comme le Zenobia par exemple à Chypre, qui est un navire qui a été immergé il n'y a pas longtemps, qui génère plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aux États-Unis, l'Oriskany, qui est un porte-avions qui a été immergé il y a quelques années, si vous souhaitez y aller, il y a plus de 2 ans et demi d'attente pour pouvoir accéder en fait à ce navire récif-là. Donc on voit bien qu'en fait, l'immersion de navires à des fins de récif est bien en fait une solution économique qui intéresse nos communes du littoral. Et à partir de là, c'est un peu comme la doctrine sur les récifs artificiels. Il faut qu'il y ait une doctrine de l'État sur l'immersion des épaves. Donc il y a des règles à respecter, des pollutions, pour quel projet, quel objectif, quelle gestion il y aura. Mais ça ne me paraît pas plus compliqué que gérer une réserve marine ou gérer le littoral. Donc l'immersion des épaves, il y a énormément de gens qui sont favorables et ça serait bien de lever les verrous à ce niveau. Comme on a pu le dire au début, Malte, Chypre, la Croatie, le Liban immerge des navires et un navire, le Zenobia à Chypre, peut accueillir 57 000 plongées par an et développer un chiffre d'affaires supérieur à 25 millions d'euros.